L'invité politique de France Info jusqu'à 9 heures est député La République En Marche des Yvelines et porte-parole du groupe des marcheurs à l'Assemblée nationale. C'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors nous sommes dans l'attente d'un remaniement prochain, imminent, dans les heures ou dans les jours qui viennent. Beaucoup dans la majorité, à commencer par exemple par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, réclame un nouveau souffle. Est-ce que vous aussi vous réclamez un nouveau souffle pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron ? Moi, ce qui m'importe plutôt, au-delà de qui rentre, qui sort et du sujet même du remaniement, c'est ce qu'on fait et la politique qu'on mène. C'est ça qui, à mon avis, est important, c'est comment on arrive à la rendre la plus lisible possible, la plus claire possible, et qu'on insiste aussi sur les résultats qu'on obtient. Y a-t-il besoin donc d'un nouveau souffle, comme le dit Richard Ferrand ? Je ne sais pas, je pense que c'est important que le président de l'Assemblée nationale soit évidemment consulté. En plus, il a été le président du groupe. Et on a un groupe un peu particulier à l'Assemblée par la composition même qui est la nôtre et le renouvellement qu'on a instauré. Donc je pense qu'il a aussi pu témoigner peut-être des attentes qui étaient formulées par les parlementaires. Mais au-delà de C'est ça, le 7e ministre qui quitte le gouvernement en 15 mois. Les 3 ministres d'État, François Bayrou, Nicolas Hulot, maintenant Gérard Collomb. Et pour 7 Français sur 10, selon un sondage Odoxa pour nos confrères de France Inter, cette démission de Gérard Collomb, c'est un camouflet pour Emmanuel Macron. moi j'étais triste que quelque part que Gérard Collomb démissionne parce que je pense que c'était important qu'il puisse être au gouvernement. Il a fait un choix qui était aussi un choix de clarté. Il a voulu être à nouveau candidat à Lyon. Je pense que on anticipait tous qu'il puisse à nouveau l'être. Je pense qu'il n'y a pas une conversation avec Gérard Collomb pendant laquelle il ne parle pas de Lyon. Donc on s'en doutait. Et en tout cas, je préfère avoir des gens qui sont 100% candidats aux élections municipales que ministres et candidats aux municipales. Vous avez été déçu par son comportement, par sa façon de tordre le bras à Emmanuel Macron? Non, parce que j'oublie pas non plus que s'il n'y avait pas eu des gens comme Gérard Collomb, comme François Bayrou qui sont venus soutenir Emmanuel Macron pendant la campagne, à des moments, notamment Gérard Collomb, où peu de gens misaient sur l'élection d'Emmanuel Macron, moi je serais pas là. Donc je sais aussi ce que je dois à des gens comme lui. Ce remaniement, on l'attend, il tarde, ça fait maintenant une semaine que le ministre de l'Intérieur a démissionné. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Depuis le premier jour, dans ce gouvernement, on choisit des gens compétents. Pas parce qu'ils ont telle étiquette politique, pas parce qu'ils vous ont soutenu à un congrès obscur il y a 15 ou 20 ans, ou parce que, au fond, ils seraient votre inféodé. On prend des gens compétents. Et donc, on prend aussi des gens qui sont issus de la société civile. Et que ça nécessite un examen de la Haute Autorité pour la transparence de la République, les mêmes qui nous disent que ça prend trop de temps pointeraient du doigt les conflits d'intérêts qui n'auraient pas été levés dans le cadre de l'examen préliminaire. Ça fait une semaine, donc il n'y a pas de ministre de l'Intérieur à plein temps. Ça fait une semaine qu'il y a le Premier ministre qui exerce aussi les fonctions de ministre de l'Intérieur et je me sens pas en insécurité. Qui n'est pas ministre de l'Intérieur à plein temps, vous en conviendrez. Est-ce qu'on peut attendre encore longtemps ce remaniement ? Il est clair qu'il y a un conseil des ministres mercredi. Donc, au moment du conseil des ministres mercredi, vous aurez la composition du nouveau gouvernement. Est-ce que ce sera aujourd'hui ou demain ? C'est le président de la République et le Premier ministre qui en décideront. En tout cas, mercredi, vous aurez la composition de ce gouvernement. Renaud Dely rappelait les chiffres il y a quelques instants. 7 ministres qui s'en vont en l'espace de 15 mois. Dans une entreprise, si 7 cadres hauts dirigeants d'une entreprise partaient tous à la concurrence ou rentraient chez eux se reposer, on dirait forcément qu'il y a un problème avec le patron. Il y a un problème de DRH. Alors, est-ce qu'il y a un problème de DRH Macron aujourd'hui ? Déjà, j'ai pas l'impression qu'ils soient partis à la concurrence. J'ai l'impression qu'ils sont tous restés au sein de la majorité. Gérard Collomb dit je serai candidat sans l'étiquette. Il a tout de suite redit. Il a coupé le cordon en tout cas. Il a dit de manière très claire, comme il l'a toujours fait en tant que candidat à Lyon, qu'il aurait une liste sans étiquette parce que ça a toujours été le cas à Lyon et une liste de grands rassemblements où il y aurait évidemment des gens de la République En Marche. Donc je ne suis pas très inquiète sur ce sujet et j'espère surtout qu'il pourra évidemment regagner à Lyon. C'est important. Problème de DRH à l'Élysée? Non, je ne pense pas qu'il y ait un problème de DRH à l'Élysée. On est en train d'initier un mouvement qui est nouveau et qui est quand même extrêmement jeune. On l'oublie parce qu'on a gagné l'élection présidentielle puis les élections législatives. Mais En Marche s'est créé en 2016. C'était hier. Et on a besoin évidemment d'arriver à construire ce mouvement dans le temps. Ça va être tout l'enjeu notamment des élections européennes, mais surtout des élections municipales. Parce que l'idée, c'est que ce ne soit pas juste un mouvement éphémère. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de partis de l'opposition qui se disent que finalement, la République En Marche, c'est une espèce de parenthèse, que la vraie politique, elle reprendra ses droits et qu'on aura fait le travail et un certain nombre de réformes qu'ils n'avaient pas envie de faire pendant 5 ans, mais bon, que la vraie politique reviendra dans 5 ans. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a eu un mouvement de fond qui s'est engagé au moment des présidentielles et des législatives et que les Français, ils n'auront pas envie de revenir en arrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème quand même, Aurore Berger, qui est somme toute que certains des prédécesseurs d'Emmanuel Macron ont vécu aussi, c'est que l'Élysée, finalement, isole un peu, peut-être coupe un petit peu du pays, qu'on a tendance, lorsqu'on est président de la République, à se couper, à se retrouver un peu enfermé dans la tour d'ivoire de l'Élysée. C'est un peu contradictoire parce que parfois on dit le président de la République va trop au contact et là on dirait finalement il n'y va pas assez. Moi on a tous connu des présidents de la République qui avaient peur d'aller parler aux Français, qui avaient peur de se confronter à l'opinion des Français et qui finalement n'allaient que dans des endroits bien tamisés où on sécurisait les espaces avec... À Nicolas Sarkozy ?
Mais François Hollande. François Hollande. François Hollande ne sortait quasiment plus les derniers mois de sa présidence quand même. Ou alors Là, on est à 16 mois. On est à 16 très mois bien, après le début. mais je vous assure qu'il faut savoir aussi, parfois on a des critiques qui se contredisent elles-mêmes. Il serait trop au contact ou pas assez, et il serait trop isolé. Si je vous suis bien, Aurore Berger, puisqu'il n'y a pas de crise politique, somme toute, et que finalement les choses suivent leur cours, il faut juste un remaniement poste pour poste, un nouveau ministre de l'Intérieur, mais pas de remaniement plus large. C'est pas à moi d'en décider. C'est Mais le vous, Premier votre ministre. sentiment, je ne vous demande pas votre décision, Moi, votre sentiment. mon sentiment, c'est une part de frustration de passer plus de temps à commenter une petite phrase, une photo, un remaniement, qu'à commenter ou à surtout expliquer ce qu'on est en train de faire. On va voter le projet de loi de finances. Ça, c'est le quotidien des Français. On a 80% des Français qui ont leur taxe d'habitation qui baisse de 30%. Ça, c'est leur quotidien. Et je pense que ça les importe beaucoup plus que de savoir qui va remplacer Vous Gérard évoquiez le Collomb. fait que Gérard Collomb avait choisi Lyon. Est-ce que tout le monde savait de longue date? Est-ce que ça veut dire que s'il y a d'autres ministres tentés, intéressés par les municipales, et on sait qu'il y en a d'autres potentiellement, est-ce qu'ils doivent aussi quitter le gouvernement pour se consacrer? À partir du moment où ils déclareront leur candidature et à partir du moment où ils seront donc clairement candidats, oui, mais ça a toujours été dit par le président de la République et le Premier ministre. Si vous êtes officiellement candidat, déclaré en campagne, alors vous devez vous y consacrer à 100%. Aurore Berger, on poursuit cette discussion dans un instant. On évoquera notamment l'enquête de la fondation Terra Nova que France Info a pu se procurer ce matin et qui dresse en quelque sorte le portrait robot des marcheurs. Ce sera juste après l'actualité à 9h10 avec David Doba. Des vagues de chaleur, des nuits plus chaudes de 4 à 6 degrés, des extinctions d'espèces ou bien encore une hausse du niveau des océans. Ce sont les prévisions peu réjouissantes des experts du GIEC. Dans un rapport de 400 pages publié cette nuit, ils plaident pour un changement rapide et sans précédent de nos habitudes pour tenter de limiter le réchauffement climatique. La vague populiste touche à son tour le Brésil. Jair Bolsonaro est largement en tête au terme du premier tour de la présidentielle, 46% des suffrages contre 29% pour Fernando Haddad. Le candidat d'extrême droite affirme que si des incidents n'avaient pas perturbé le vote électronique, il aurait été élu dès le premier tour. On devrait connaître d'ici mercredi la composition du nouveau gouvernement. Certains estiment que ce n'est d'ailleurs plus qu'une question d'heure. Édouard Philippe pourrait prochainement remettre sa démission pour permettre un plus large remaniement. Et puis l'ex-braqueur blessé dans une fusillade dimanche matin avenue Georges V à Paris est finalement décédé hier soir. Cet ancien proche de Redon Faïd était accompagné d'un autre de ses proches quand ils ont été pris pour cible par des hommes armés qui circulaient en moto. La police privilégie la thèse du règlement de compte. Toujours avec Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, députée marcheuse des Yvelines. La fondation Terra Nova a donc publié ce matin sur France Info un rapport sur le portrait en quelque sorte des marcheurs. Il y a pas mal de chiffres intéressants. Il y en a un, moi, qui a retenu particulièrement mon attention. C'est la proportion d'hommes au sein de votre mouvement. 68% d'hommes, 32% de femmes seulement. Comme si la politique, finalement, ça restait même chez vous une affaire de mecs. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on combatte. Vous souvenez-vous au moment des élections législatives, au moment des investitures, où à l'époque le candidat Emmanuel Macron avait lancé un appel aux femmes pour qu'elles puissent nous rejoindre. Et étonnamment, à partir du moment où on a cherché des femmes, on les a trouvées, on les a investies à 50% et on est 50% de femmes dans notre groupe. 47% dans le groupe, oui, mais pas dans le parti, pas chez les militants, pas à la base. Parce que je pense qu'il y a encore un sujet d'autocensure et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on change les pratiques. C'est la même chose d'ailleurs en entreprise, sur le mode de fonctionnement des entreprises, etc. Donc c'est combattre à la fois l'autocensure et puis montrer aussi que des femmes peuvent non seulement être investies, mais gagner des élections, ça progressivement, ça va se faire. Malheureusement, ça ne se fait pas en un jour. Renaud Dely. Il y a d'autres éléments passionnants dans cette enquête de Terra Nova, et notamment le profil sociologique des adhérents de La République En Marche, avec plusieurs particularités qui se complètent. 80% de diplômés du supérieur, 60% de cadres et de professions libérales et 71% d'actifs du secteur privé. Tout ça, ça dessine les contours d'une formation plutôt de gens qui vont bien, plutôt de catégories privilégiées. Ça explique le problème que vous avez aujourd'hui, la perte de contact avec les catégories populaires dans le pays ? Je ne pense pas, parce que vous avez à la fois ceux qui sont adhérents d'un parti politique, ceux qui sont sympathisants du parti. Il y avait aussi une étude qui avait été publiée par la Fondation Jean Jaurès sur le sujet. Et puis après, vous avez vos électeurs. Et puis, il y avait tous les Français. Et la politique qu'on mène, c'est pas une politique que l'on mène en direction des adhérents à La République En Marche. Ou alors, il y a un certain nombre de dispositions. Je vous prenais l'exemple de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Je suis pas certaine, au regard de la description sociologique que vous me faites, que ce soit forcément nos adhérents. Ça dit quand même quelque chose, pardon de vous interrompre, sur le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron.
aujourd'hui qui est ultra diplômé, urbain, très jeune, un peu bobo, un peu privilégié. Mais c'est pas l'électorat qu'on a retrouvé C'est pour le la cœur, présidentielle. oui. Oui, mais c'est pas l'électorat C'est celui qu'on a qui s'est retrouvé au mobilisé lendemain pour de la lui. présidentielle. Au lendemain de la présidentielle, vous aviez aussi des très bons résultats pour Emmanuel Macron dans des villes qui étaient des villes plutôt de taille moyenne, qui n'étaient pas uniquement le centre hyper-urbain. Je sais qu'il y a cette tentation de ne voir La République En Marche que comme un parti de gens, en effet, qui vont bien, qui gagnent dans la mondialisation et qui, du coup, considèrent qu'il faut aller plus loin dans un certain nombre d'idées plutôt libérales, etc. Oui, on a un ADN qui est plutôt libéral. Mais des gens pour qui, finalement, c'est facile de traverser la rue. Mais pour aller trouver du boulot ailleurs. Mais enfin, on ne connaît pas le parcours de ces gens. On dit, voilà, vous avez un parti, vous avez des gens qui sont surdiplômés. Est-ce que ça veut dire qu'ils viennent tous de la même origine sociale ? Absolument pas. On n'en sait rien. Et moi, je vois, par exemple, à l'Assemblée, la manière avec laquelle notre groupe est composé, on a une diversité sociologique qui est importante, une diversité de métiers, de parcours, de sensibilité aussi politique qui est importante. Et encore une fois, on ne fait pas de la politique pour ses adhérents, on fait la politique pour l'ensemble des Français. Mais pour ce qui est du parti, on voit, et là, il y a près de 10 000 adhérents, plus de 8 800 adhérents qui ont répondu à cette étude. Donc, c'était vraiment une étude de grande ampleur, très large. On voit vraiment plutôt un mouvement qui est à l'aise dans la mondialisation, des gens qui ont des revenus plutôt aisés. Est-ce que c'est La République En Marche, c'est le parti de la mondialisation heureuse, comme le disait Alain Minc jadis ? Je pense que c'est le parti qui considère en tout cas qu'on ne doit pas avoir peur de la mondialisation. Mais le corollaire de plus de liberté, c'est aussi plus de protection. Et c'est tout l'équilibre qu'on essaie de trouver. On nous ramène systématiquement à un équilibre gauche-droite. Nous, l'équilibre qu'on essaye de créer, encore une fois, on a un parti jeune, c'est celui-ci, c'est liberté et protection. C'est à la fois les ordonnances travail qui donnent plus de liberté aux entreprises et le corollaire, c'est plus de formation professionnelle, notamment pour les chômeurs de longue durée et pour les jeunes qui n'arrivent pas à être dans l'insertion professionnelle. Et c'est cet équilibre-là qu'on est en train de dessiner. Il y a une autre particularité que révèle cette étude, c'est que pour 3/4 des adhérents de La République En Marche n'avaient jamais eu aucun engagement antérieur. Est-ce que ça explique aussi un côté un petit peu peut-être amateurs dans les premiers pas de cette formation depuis 2 ans ? J'ai pas l'impression que ce soit des amateurs, ou alors des amateurs ont gagné l'élection présidentielle et les élections législatives. Je parle du parti, je parle pas du chef. Non, mais je pense pas du tout. Je pense par contre qu'on essaye d'inventer quelque chose de nouveau et qu'on est un parti jeune. Et ça, souvent, on l'oublie dans la manière avec laquelle on considère La République En Marche. Un parti qui a 2 ans seulement d'existence, mais qui a réussi à se déployer sur l'ensemble du terrain. Aujourd'hui, vous le trouvez assez présent sur l'ensemble du territoire, justement, le parti ? Moi, je vois que quand on a lancé la Grande Marche européenne, parce que ça aussi, c'est une caractéristique très forte des adhérents et des sympathisants de La République En Marche, la foi en l'Union européenne et le fait qu'à mon avis, les questions européennes sont vraiment au cœur de l'ADN même du mouvement et des raisons pour lesquelles les gens nous ont rejoints. Quand on lance la Grande Marche européenne, vous avez 50 000 militants, marcheurs, qui vont sur le terrain et qui vont consulter les Français. Il n'y a pas beaucoup de formation politique. Il y a beaucoup d'élus marcheurs qui s'inquiètent un peu quand même d'une dilution, d'une disparition des militants sur le terrain. C'était le cas d'ailleurs de Gérard Collomb lors de ça aurait précipité son retour à Lyon, justement, ce meeting où finalement il n'y avait pas grand monde. Mais quand vous êtes dans une période où vous n'avez pas d'échéance électorale immédiate, c'est toujours plus difficile pour un parti politique de mobiliser. Vous remobilisez sur du fond. On repart sur nos fondamentaux, c'est-à-dire aller à la consultation des Français. Quel diagnostic vous posez pour l'Union européenne ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour faire en sorte que ces élections européennes, ce ne soit pas demain la montée des populismes partout en Europe, y compris en France ? Ça, c'est le cœur de ce qu'on est et c'est ce qu'on défend. Aurore Bergé, quand on interroge les adhérents d'En Marche sur Emmanuel Macron, sur sa personnalité, ils lui trouvent quasiment aucun défaut. Il y en a un seul seulement, et encore c'est une part minoritaire. Il y a 43% des adhérents qui estiment qu'ils n'aiment pas la contradiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il Alors je vais vous poser la accepte question différemment. Quel est pour vous le plus gros défaut d'Emmanuel Macron ? Mais c'est pas à moi de dire quels sont ses défauts. Moi, je sais quelles qualités il a et raisons pour lesquelles, du coup, j'ai voulu le soutenir à l'élection présidentielle. Mais c'est ça son plus gros défaut, c'est de pas en avoir. Forcément, des défauts, il est parfois en retard. Voilà. Il est parfois en retard. Bon, c'est pas un gros défaut. Vous savez très bien. Enfin, je suis désolée, mais ou alors Renaud Dely est un monstre. Non, mais ce genre de question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une députée de La République En Marche, qui est porte-parole du groupe La République En Marche, va venir ce matin sur un plateau alors et je vais vous poser la question encore différemment. Est-ce qu'on peut critiquer Emmanuel Macron aujourd'hui au sein du parti ? Oui, on peut critiquer Emmanuel Macron au sein du parti. Enfin, vous savez. Il n'y a pas d'interdit ou il n'y a pas de tabou. Par contre, ce qu'on peut surtout faire, et c'est pour ça qu'on a des adhérents et qui sont aussi nombreux et qu'on continue à avoir des adhérents qui viennent, et de nouveaux adhérents notamment, c'est soutenir la politique qu'on mène parce qu'on y croit. Moi, je ne veux pas que ce quinquennat soit un quinquennat inutile. Et c'est ça ce pourquoi on travaille au quotidien. Renaud Dely ? Est-ce que l'un des défauts de fonctionnement aujourd'hui du parti, c'est pas justement un fonctionnement un peu trop vertical, le fonctionnement du pouvoir, ce qui expliquerait les difficultés actuelles, c'est-à-dire que tout tient de l'Élysée, tout dépend de la figure d'Emmanuel Macron. Comment
comment corriger le tir en la matière. On voit toujours dans cette étude que les adhérents eux-mêmes réclament davantage d'horizontalité, davantage de démocratie participative. Parce que c'est comme ça qu'on a fonctionné, c'est comme ça que La République En Marche s'est constituée, c'est-à-dire d'avoir des gens où il n'y avait pas de hiérarchie établie au sein. D'ailleurs, on ne se caractérise même pas comme un parti politique, mais comme un mouvement. L'idée étant qu'on puisse progressivement continuer à s'élargir et pas avoir cette verticalité où avant vous aviez quasiment une enquête de moralité dans certains partis pour savoir si vous aviez le droit ou non d'en être membre. Là, chacun peut venir, peut aussi constituer des comités locaux et peut aller à la rencontre des Français. Et il faut qu'on arrive à garder ça, y compris quand on est dans l'exercice du pouvoir. Aurore Berger, 600 femmes lancent ce matin un appel à manifester en France le 24 novembre prochain contre les violences sexistes et sexuelles. On sait qu'il y a eu un plan du gouvernement il y a quelques jours. Avant de vous entendre sur cette question, je voudrais qu'on écoute ce que dit Muriel Robin, qui s'est engagée également à l'occasion d'un film qu'elle a tourné récemment sur TF1. Elle estime, elle, que le gouvernement n'en fait pas assez pour lutter contre ces violences. On l'écoute. C'est 123 morts qui pourraient être évitées. Les mesures en place pour empêcher l'enfer de ces femmes et ces chiffres ne sont pas à la hauteur du sujet. Qu'est-ce que vous dites à Muriel Robin et est-ce que vous irez défiler le 24 novembre prochain ? Moi, je dis qu'il faut que ce soit un combat qui mobilise l'ensemble de la société, mais c'est un combat qui mobilise le président de la République, le gouvernement et la majorité. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question qui n'est pas négociable pour nous. C'est 400 millions d'euros de moyens supplémentaires qui ont été mis pour permettre cette égalité. C'est renforcement du 39-19 pour faire en sorte que les femmes victimes de violences... C'est la ligne d'urgence. C'est la ligne d'urgence et on ne le rappellera jamais assez, la nécessité évidemment... Je précise renforcement du 39-19 parce qu'aujourd'hui, c'est un service qui ne répondait pas, notamment en soirée, ce qui semble suffisamment. incroyable. Oui, mais on a découvert ça, on a posé ce diagnostic et du coup on a agi en renforçant. C'est 3 postes en plus, je crois, qui ont été décidés. Oui, parce que c'est la demande qui avait été faite par celles qui sont les écoutantes et qui au quotidien répondent aux appels. C'est aussi la possibilité, la ministre de la Justice l'a annoncé, et c'est extrêmement important, que les femmes puissent porter plainte sur Internet. Parce qu'il faut que ce soit le plus simple possible pour elles, pour ne pas avoir peur de dénoncer ce qu'elles subissent. C'est aussi la mobilisation de la société, la campagne qui a été lancée est à mon avis extrêmement juste, c'est-à-dire quand on est témoin. Parce qu'à un moment, on peut tous potentiellement, dans la situation de témoin, on est aussi en capacité d'être acteur, d'agir et de ne pas laisser faire, de ne pas laisser passer ces violences-là. Et c'est pour ça que la société doit se mobiliser. Aurore Berger, vous restez avec nous. On évoquera dans quelques instants le rapport sur l'audiovisuel que vous avez rendu la semaine dernière, notamment la question de la publicité à France Télé et à Radio France. Autant vous dire qu'on est très concernés ici par ces questions. Il est 9h moins 10, pas de pub, mais l'actualité. David Dobar. Les sondages le plaçaient en tête, mais le résultat est bien supérieur aux toutes dernières estimations. Au Brésil, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, recueille plus de 46% des suffrages au premier tour. Il affrontera le 28 octobre prochain Fernando Haddad, c'est le remplacement de Lula. Marine Le Pen aux côtés de Matteo Salvini. Aujourd'hui, la présidente du Rassemblement national se rend donc en Italie pour assister à une conférence sur l'Europe sociale, mais également pour préparer la campagne des européennes. Les Bouches-du-Rhône et le Var placés en vigilance orange pluie inondation, mais également orage. Une alerte en cours au moins jusqu'à 16h, 10 à 15 cm d'eau attendue localement. Et puis Kylian Mbappé, superstar hier soir, difficile de faire mieux. Il a inscrit 4 buts en un quart d'heure face à Lyon. En première mi-temps, c'est Neymar qui avait ouvert le score d'un PSG inarrêtable. 9 victoires en 9 rencontres. France Info. La télé, la radio, la redevance, Renaud Dely. Aurore Berger, vous étiez la rapporteure d'une mission d'information sur l'audiovisuel qui a remis ses 40 recommandations au gouvernement la semaine dernière. Parmi ces recommandations, il y a notamment une proposition, une piste d'aller vers la redevance payée par tous, même par ceux qui n'ont pas de téléviseur. En l'occurrence, c'est une proposition qui s'apparente à une augmentation d'impôts, en tout cas pour un certain nombre de voix, y compris dans la majorité. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Le président de la République et le Premier ministre souhaitent que nous ne créions aucune taxe nouvelle pour les Français. Il est évident que nous devons réfléchir d'abord à la réforme de l'audiovisuel public, au contenu de ce qui est diffusé, à quel public on s'adresse, et puis à la fin des fins, nous aurons l'occasion de rediscuter sans doute, mais plutôt en fin du quinquennat. Aujourd'hui, il n'y a pas de création de nouvelles taxes, y compris sur les tablettes. Il évoquait, Gérald Darmanin, une éventuelle taxe sur les tablettes, mais ce raisonnement pas de nouvel impôt est évidemment valable pour l'extension de la redevance pour tous, y compris aux foyers qui n'ont pas de téléviseur. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Écoutez, en tout cas, c'est une idée que je soumets en tant que parlementaire. Je ne suis pas membre du gouvernement, je suis députée, on est aussi là pour proposer un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il y a une logique. Pourquoi ? Parce que l'audiovisuel public,
c'est un service public. Et le service public, il est payé par tous, même par ceux qui, quelque part, n'en bénéficient pas directement. Alors, c'est peut-être pas l'idée la plus populaire ou la plus facile, mais elle me paraît extrêmement légitime, aussi pour sécuriser le financement de l'audiovisuel public. Parce que progressivement, eh bien, les gens consomment différemment, n'ont pas forcément de téléviseur. Et donc, on a un risque, à terme, de fragiliser l'audiovisuel public. Donc, vous dites au gouvernement, même si c'est une mesure impopulaire, il ne faut pas avoir peur de prôner cette augmentation d'impôt-là. Je dis à Gérald Darmanin qu'il a eu le courage de faire le prélèvement à la source, qui est une mesure qui a été longuement reportée. Qui ne fait pas augmenter les impôts, hein. Non, mais il y a parfois des mesures comme ça qui sont souvent reportées parce qu'en effet, elles ne sont pas extraordinairement populaires, mais dont on sait qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont quasiment inévitables. Et je pense que l'universalisation, c'est-à-dire que tous les foyers puissent contribuer à l'audiovisuel public, c'est inévitable. Et c'est aussi rappeler, en effet, et là il a raison, les missions de l'audiovisuel public, parce que c'est un service public qui doit parler donc à tous les Français. Autre question, Renaud Dély, c'est celle de la publicité sur France Télé et sur Radio France. Ah oui, parce que vous voulez donc supprimer toute publicité, en tout cas sur les antennes de Radio France. Vous évaluez ça dans votre rapport, je crois, un manque à gagner de l'ordre de 42 millions d'euros. C'est ce qu'a rapporté en tout cas la publicité à peu près l'an dernier. Pourquoi est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Pourquoi est-ce que vous voulez ainsi punir Radio France? Je ne veux pas punir Radio France parce que l'idée c'est que quand vous allez universaliser la redevance, vous allez donc avoir plus de recettes. Et moi je pense que ce plus de recettes, ça doit revenir à l'audiovisuel public sous la forme de suppression de la publicité. Donc c'est pas un manque à gagner pour Radio France, puisque ce serait entièrement compensé. Et on parle souvent comment on arrive à distinguer l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Moi, je suis persuadée qu'il y a des programmes qui existent à Radio France, à France Télé, Arte, France 24, TV5 Monde et l'INA, qui n'existeraient nulle part ailleurs. Mais une bonne manière de le distinguer aussi, c'est l'absence de publicité. Et en l'occurrence, la publicité, en revanche, vous envisagez de la réintroduire sur France Télévisions entre 20h et 21h? Non, pas du tout. C'est une proposition qu'on n'a pas retenue. C'est un débat qu'on a eu parce que souvent, ce débat est Beaucoup ont revenu, plaidé pour ça. mais on l'a écarté dans un souci de cohérence. Donc c'est définitif, il n'y aura pas de retour de la publicité sur Moi, France je ne le souhaite Télévisions? pas. Je pense que c'est un acquis qu'il n'y ait plus de publicité après 20h sur France Télévisions. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas supprimer toute la pub à la télé publique? Je pense qu'à terme, oui, il faudra le faire. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de punir l'audiovisuel public. Et donc, il y a une compensation à faire. Et aujourd'hui, on n'a pas les recettes. C'est entre 300 et 350 millions d'euros sur France Télévisions, la pub. Et on n'a pas les moyens aujourd'hui de le compenser. Vous en avez parlé avec Françoise Nyssen de tout ça? Oui, elle était là d'ailleurs au moment de la présentation du rapport. Le secrétaire d'État au numérique aussi était là. Elle fait que numérique et culture travaillent ensemble sur ces questions. Ça me paraît assez nouveau. Vous pensez qu'elle sera encore ministre dans 2 ou 3 jours? C'est pas à moi de répondre. Moi, je sais que je travaille très bien avec elle depuis 16 mois et qu'elle est parfaitement mobilisée sur l'ensemble de ces questions, que ce soit la question du patrimoine et de l'audiovisuel. Oui, c'est une bonne ministre. Oui, donc elle a toute sa place au gouvernement. Mais vous savez, si elle a été choisie, c'est bien parce qu'elle a toute sa place au sein du gouvernement. Sinon, Emmanuel Macron ne l'aurait pas choisie comme ministre de la Culture. Vous n'êtes pas candidate, Aurore Bergé, pour entrer au gouvernement? Mais moi, je ne suis pas candidate tout simplement parce que je suis parlementaire et parce qu'on a une ministre de la Culture qui est en poste. Dans votre rapport, il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé qui est extrêmement intéressant, c'est la lutte contre le piratage. Vous évoquez la volonté de renforcer la lutte contre le piratage. Quand on regarde aujourd'hui, et c'est présent dans ce rapport sur l'audiovisuel, aujourd'hui 65 millions de vidéos illégales sont consultées chaque mois et il y a eu en 2017 que 88 amendes. Ça signifie qu'aujourd'hui, la législation est en bois, elle ne sert à rien, on ne peut pas lutter contre le piratage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre législation, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée aux nouvelles formes de piratage, notamment le streaming, le téléchargement direct, le live streaming, puisque maintenant, vous piratez aussi le sport et les compétitions sportives. À mon avis, hier soir, ça a dû malheureusement être fortement piraté. Et c'est un manque à gagner très fort. C'est 1,2 milliard d'euros chaque année de pertes. Je pense vous dites malheureusement, pardon, je vous interromps, Aurore Bergé, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent plus payer des abonnements au sport, vu les prix aujourd'hui faramineux pour s'acheter ces marchés-là. On avait calculé en début d'année, je crois que les amateurs de foot doivent payer 70 ou 80 euros par mois s'ils veulent regarder. Vous allez me dire qu'on peut toujours s'en passer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose à faire ? Il y a probablement quelque chose à faire sur les enjeux de régulation, mais à un moment, il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas parce que quelque chose est peut-être trop cher et qu'il faut y travailler que ça nécessite ou ça justifie qu'on puisse le pirater et donc le voler. Vous savez, quand on paye les droits du foot, ça permet aussi de payer derrière toutes les fédérations, y compris le club amateur dans lequel vos enfants peuvent jouer le week-end. C'est grâce à ça aussi que les clubs peuvent vivre. Donc, quand on pirate, on n'en a peut-être pas conscience. On se dit juste, l'abonnement est trop cher et donc finalement, c'est légitime. Non, ce n'est pas légitime parce que derrière, c'est toute une chaîne économique qui est mise à mal. C'est toute la chaîne du financement du sport qui est mise à mal. Sur un autre sujet, Aurore Bergé, vous le rappeliez, vous êtes parlementaire, il y a eu la proposition, une demande à travers notamment un appel lancé par la revue Témoignages chrétiens de la création d'une commission d'enquête sur les crimes de pédophilie au sein de l'Église catholique, une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je pense que ça nécessite une enquête
judiciaire. Et je pense que le Il y a des Parlement, enquêtes judiciaires en cours, ne doit pas évidemment. c'est pour ça que le Parlement, pour moi, ne doit pas se substituer aux enquêtes judiciaires. Ou alors ça veut dire que sur toute enquête judiciaire qu'on considère comme interpellant l'opinion publique, et celle-ci, évidemment, elle interpelle l'opinion publique au premier chef, puisqu'on parle d'actes pédophiles et donc d'enfants qui ont souffert, ça veut dire, et ça nécessiterait que le Parlement, à chaque fois, fasse une enquête en parallèle. Je pense que c'est pas son rôle. Donc les parlementaires n'ont pas à se mêler des crimes de pédophilie au sein de l'Église Je catholique. pense c'est clair. qu'à titre personnel, ça doit nous interpeller. Je pense qu'il doit y avoir une enquête judiciaire implacable sur le sujet et qu'on ne doit absolument pas cacher ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas, sur ce sujet comme sur les autres, qu'une enquête parlementaire doit se faire en parallèle d'une enquête judiciaire. Merci Aurore Berger d'être Merci à venue ce matin dans le grand studio de France Info. Le journal dans 2 minutes.